Salam alaikum, je suis le docteur Sofiane Ilas, maître assistant en anesthésie et réanimation. Nous allons aborder l'échographie POCUS, point of care ultrasonographie. Donc le thème du jour, c'est l'évaluation échographique d'un état de choc chez les patients critiques en réanimation en médecine d'urgence. C'est une échographie clinique, donc basée sur les paramètres cliniques, mais elle est aussi ciblée. Donc elle permet, c'est un prolongement de l'examen clinique, un outil crucial pour la prise en charge du patient critique. D'accord? Donc, l'échographie POCUS, nous avons besoin d'un échographe pour faire, par exemple, une évaluation de la perfusion cérébrale grâce au Doppler transcrânien, une échographie transthoracique avec 3 fenêtres acoustiques, sous-costale, apicale, parasternale. On peut faire de l'échographie transœsophagienne. On n'aura besoin que d'évaluer la veine cave supérieure, la cave cavité ou la petite axe. On peut faire de l'échographie pulmonaire à la recherche des syndromes interstitiels, OAP, SDRA, pneumonie, à la recherche des penchants pleuraux liquidiens, à la recherche d'un pneumothorax ou d'un syndrome alvéolaire. On peut faire de la phase d'écho à la recherche des penchements. Une échographie ou bien un Doppler des artères médulaires du rein, l'index de résistivité. On peut faire des abords vasculaires écho-guidés. On peut faire de l'anesthésie locale-régionale. D'accord? Donc, vous l'avez compris, il s'agit de simplifier les choses. Nous avons 3 fenêtres acoustiques pour l'échographie cardiaque. La sous-costale, l'apicale, la parasternale. En sous-costale, nous avons 2 coupes. On va voir aussi bien la veine cave inférieure et la cave cavité. On verra l'apicale pour les principales mesures et vous verrez l'application de la parasternale. Donc en fait, pour faire simple, nous dirons qu'on peut soit évaluer la volumétrie, la veine cave inférieure en sous-costale. On peut par exemple rechercher les penchements péricardiques, toujours en sous-costale. On peut par exemple réaliser les principales mesures sur le volume d'éjection systolique, les pressions de remplissage, un Doppler tissulaire pour la fonction du VG, en apicale. On peut faire une parasternale, vous voyez ici, pour rechercher aussi un penchant péricardique, rechercher des fuites valvulaires, mais aussi en petit axe, évaluer la cinétique séquentaire et le septum paradoxal. Il est aussi possible de faire, par exemple, de la phase écho à la recherche d'un épanchement du nourrisson ou bien du cholère. On peut faire aussi l'échographie pulmonaire. Vous voyez ici, à la recherche d'un épanchement pleural liquidien. On peut faire rechercher, par exemple, un syndrome interstitiel. Vous voyez ici les lignes B. On fera la part des choses entre OAP hémodynamique ou OAP lésionnel. On peut faire une ponction, un écho-repérage pour une ponction pleurale. On peut rechercher une thrombose veineuse profonde. Donc, estimer ou bien évaluer la compressibilité de la veine. Ici une veine compressive, ici une veine non compressive. D'accord? Donc, vous avez compris, c'est un outil qui permet une évaluation transversale des différents organes. Donc, vous avez compris, c'est bien pratique. Donc, à partir de là, à partir de certaines fenêtres, on se pose des questions. D'abord, quoi c'est que la POCUS? Donc, c'est une échographie clinique réalisée au lit du malade, suite à son défaillance d'organes, sans le déplacer par son médecin traitant. Donc, à la porte des réponses binaires, oui ou non. Est-ce qu'il y a une hypovolémie? Eh bien, on réalise une échographie en sous-costale. Pour voir, par exemple, ici nous avons une collapsivité de la veine cave inférieure. L'hypovolémie, elle est certaine. Est-ce qu'il y a un épanchement péricardique? Toujours en sous-costale. Vous voyez ici qu'il y a un épanchement chez un patient en arrêt cardiaque. Nous avons réalisé une échographie. Nous avons retrouvé un épanchement péricardique avec des signes de tamponnade. Donc, on va voir. L'échographie a non seulement fait le diagnostic, mais permet de faire aussi l'interventionnel, donc pour guider cette ponction évacuatrice. On peut rechercher une dilatation sévère du ventricule droit, comme ici, chez un patient en SDRA, donc une hypoxie sévère, où il avait une dilatation du ventricule droit. Donc ici, on va rechercher une dysfonction sévère du ventricule gauche. Vous le voyez, donc ce ventricule gauche, il y a déjà une fuite mitrale, il est bien dilaté, il y a une hypokinésie globale, qui clairement, on voit bien que l'espace noir ici, il ne change pas entre la télédiastole et la télésystole, donc c'est une hypokinésie globale. Donc en situation de défaillance hypodynamique, nous avons fait une évaluation pour la recherche d'une hypovolémie, d'un épanchement péricardique,
une dilatation sévère du ventricule droit, une dysfonction sévère du ventricule gauche. Mais en situation toujours de défaillance, on peut faire une évaluation de l'appareil respiratoire à la recherche d'un épanchement pleural liquidien, comme on voit ici un poumon qui est complètement collabé, avec des cloisons en formation. On peut rechercher la consolidation alvéolaire, comme on le voit ici avec une hépatisation du parenchyme pulmonaire. On peut rechercher un syndrome interstitiel, comme on le voit ici. C'est la patiente qui a fait un pic hypertensif, avec un OAP hémodynamique. D'accord? On peut aussi rechercher un pneumothorax. Vous le voyez voir ici. Donc, la plèvre, immobilité partielle de la plèvre. Nous avons ici un pneumothorax partiel. On vient d'identifier le point poumon. D'accord? Je répète ici, regardez. Hop. Là, c'est la plèvre saine qui est mobile avec la respiration. Et là, c'est la plèvre pathologique qui ne bouge pas avec la respiration. Mais il s'agit aussi d'apporter des réponses binaires. Par exemple, est-ce qu'il y a un épanchement du Morrison? On voit ici le foie qui baigne. Voici le rein, voici le foie et voici l'épanchement du Morrison. On peut rechercher l'épanchement au niveau de l'espace. De colère, voici la rate, voici le rein et voici l'épanchement qui entoure. On peut rechercher un épanchement du Douglas. Vous le voyez ici. Là, c'est une femme de 81 ans. On voit ici l'utérus, le rectum, la vessie et voici l'épanchement important. D'accord? On peut aussi rechercher un épanchement péricardique, comme on l'a vu, un épanchement pleuraliquidien avec ici les signes du poumon flottant. Et enfin, on recherche un épanchement aérien. Vous allez voir ici un pneumothorax partiel, glissement pleural partiel, une partie mobile et une partie immobile. Donc, l'échographie focus en situation de défaillance hémodynamique, en défaillance respiratoire ou bien en situation de polytron. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Devant une hypotension, elle permet d'évaluer la veine cave inférieure. On recherche au moins une collapsibilité de cette veine cave inférieure. Elle permet de rechercher un épanchement péricardique. Elle permet de rechercher une défaillance sévère du ventricule droit. Elle permet de rechercher une dysfonction sévère du ventricule gauche. Devant des signes respiratoires, la POCUS, elle recherche l'épanchement pleuraliquidien. La ponction évacuatrice va soulager le malade. Elle va rechercher un syndrome alvéolaire avec une hépatisation du parenchyme pulmonaire, puisque l'air a été chassé des voies aériennes. Elle va rechercher un syndrome interstitiel. Concrètement, c'est des lignes B, OAP, SDA. Elle va rechercher enfin un pneumothorax. Quand même, c'est une aide précieuse pour les cliniciens. Enfin, en situation de polytron, l'échographie, pour qu'ils se recherche un épanchement péritoire, bien sûr, un épanchement des plèvres, bien sûr, un épanchement du péricarde, mais aussi une hyperperfusion du cerveau. Bon, vous l'avez compris, c'est la phase combinée au Doppler transcrânien. Donc, l'état de choc est une forme généralisée d'insuffisance circulatoire aiguë, avec utilisation insuffisante de l'oxygène par la cellule. Très bien. Donc, il y a des consensus qui sont faits, des divisions sont claires dans ce domaine. Donc, l'état de choc, associé à cela, des signes d'hypoperfusion d'organes. Bien, avec évidemment hypotension, tachycardie, marbrure, oligurie, anurie. Donc, il s'agit d'identifier le mécanisme du choc. S'agit-il d'un choc conductif ou bien un choc distributif? Donc, s'agit-il d'une origine hypovolémie, composante hypovolémique, obstructive, cardiogénique, anaphylactique, septique? L'échographie va nous aider dans ce raisonnement. 4 grands mécanismes. Soit nous avons une diminution du retour veineux. Vous le voyez ici, la veine cave se collabe. Donc déjà, à quoi bon augmenter la dobutamine? C'est un patient avec 6 cas de tension, une tachycardie à 116, avec une saturation à 98. À quoi bon augmenter la dobutamine? Alors que simplement, il suffit d'apporter un peu de remplissage. D'accord? C'est un choc hypovolémique. Maintenant, on peut avoir par exemple une défaillance de la pompe cardiaque avec diminution de la contractilité, une arythmie majeure, une fuite massive. Donc c'est un choc cardiogénique. On voit ici une dilatation du VG, une fuite atribulaire mitrale avec une hypoglycémie globale. Là, il n'y a pas besoin d'être un expert. Le visuel suffit. Une dysfonction systolique du ventricule gauche. On peut avoir un choc obstructif, comme c'est le cas ici. On voit bien l'épanchement péricardique en fenêtre sous-costale. 4 cavités sous-costales, on voit l'épanchement péricardique et en plus des signes de tamponnade. Regardez la compressibilité des cavités droites. Le VD se comprime complètement. Ça, c'est des patients qui avaient fait un arrêt cardiaque. À quoi bon? Il s'agit tout simplement de ponctionner pour assurer l'évacuation de cet épanchement. D'accord? Maintenant, on peut faire aussi avoir un choc distributif avec d'une part une hypovolémie qui est claire ici, non E sur A, un rapport E sur A inversé, mais aussi on peut avoir une vasoplégie. Donc un ITV, comme vous le voyez ici, qui est normal ou élevé avec des PM basses.
Donc, association d'une hypovolémie et d'une vasoplasie en situation de choc septique. Enfin, on peut avoir des mécanismes qui se chevauchent. Les mécanismes de ces quatre types de chocs se chevauchent souvent. Exemple, le choc cardiogénique peut être associé à une composante hypovolémique. Le malade de tout à l'heure, qui était connu comme étant cardiopathe, bien sûr qu'il avait une dysfonction VG, comme on le voit ici, avec une hypokinésie globale, mais aussi segmentaire. Ici, on coupe apicale 4 cavités. Vous voyez ici le 6K de tension, la 116 de fréquence cardiaque. Mais chez ce patient, connu déjà cardiopathe, tout le monde ne faisait qu'augmenter la dobutamine. Il suffit simplement de rechercher une hypovolémie. Donc, en plus de cette composante myocardique, il faut savoir que ce patient présentait des vomissements à répétition. Évidemment qu'il y a eu une hypovolémie. Donc, la 20 cave nous confirme. Donc, chez ce patient, l'apport d'un remplissage, même contrôlé, serait plus bénéfique. D'accord? Sachant qu'il a déjà de la dobutamine en marche. Donc, après un examen clinique et un interrogatoire rigoureux, l'échocardographie est le principal examen échographique réalisé sur le patient critique en réanimation. Donc, ici, l'étude a été réalisée sur 1073. Donc, c'est Zielinskiewicz à l'origine de cette étude. Il montre bien que d'abord, c'est l'échocardiographie la plus fréquemment utilisée, mais aussi l'échographie pulmonaire, le Doppler transcrânien, l'échographie abdominale, transœsophagienne et la fast écho. D'accord? Toujours, voilà. L'échographie pulmonaire est le deuxième examen échographique réalisé sur les patients en réanimation. Très bien. Donc, l'échocardiographie, elle améliore la performance diagnostique. Elle permet d'identifier dans près de 100% des cas une défaillance myocardique majeure, ignorée par l'examen clinique dans 40% des cas, et elle a l'origine de 50 à 60% des modifications thérapeutiques. Donc, les objectifs de l'échographie cardiaque focalisés chez les patients critiques, c'est de dépister le mécanisme du choc hypovolémique, cardiogénique, obstructif, vasoplégique, de débuter le monitorage afin d'optimiser le traitement. Donc, adopter une démarche diagnostique graduée et méthodique. Il s'agit de reconnaître l'hypovolémie majeure, l'épanchement péricardique, la dilatation majeure du ventricule droit et la défaillance sévère du ventricule gauche. Je suis en train de vous parler ici des principaux objectifs initiés par la SRL déjà en 2007 pour les niveaux débutants. D'accord? Voilà, diagnostiquer un épanchement péricardique important, reconnaître une dilatation majeure du ventricule droit, faire la mesure du diamètre de la veine cave inférieure, reconnaître une anomalie sévère de la contractile du ventricule gauche. Bien sûr, mais au moins que le médecin en formation soit capable de faire face aux principales urgences hémodynamiques durant la garde. Maintenant, pour les niveaux intermédiaires, évidemment, détection des dysfonctions sévères, valvulaires sévères, des évaluations de la réponse au remplissage, la mesure du débit cardiaque, des PAPS, d'un cœur pulmonaire aigu, et l'évaluation quantitative de la fonction systolique du VG. Donc, cet apprentissage sera, vous l'avez compris, progressif dans le temps. Pour faire simple, quelques algorithmes décisionnels. Devant un polytraumatisme, la fast écho, elle a été établie il y a cela bien longtemps. D'abord, un protocole réalisé par les radiologues pour les chirurgiens. Donc, il s'agit d'abord l'hépatorénal, le splénorénal, le Douglas, le sous-costal. Donc, au niveau de la ligne axillaire, on cherche le rein droit, l'intérieur hépatorénal, le diaphragme, voire même la base du poumon, pour rechercher un épanchement liquidien. Donc, en splénorénal, on va rechercher un épanchement entre la rate et le rein, entre le rein et le diaphragme, un épanchement au niveau de la base pulmonaire gauche. Le Douglas, on va évaluer la vessie, l'utérus, les anses et les sous-costales pour le péricarde. Devant une défaillance hémodynamique, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va voir en sous-costal, en apical 4 cavités. En sous-costal, on évalue le diamètre de la veine cave inférieure. Certes, surtout lorsque la veine cave est moins de 12 mm, il va y avoir une collapsibilité de 100%. L'hypovolémie est certaine. Soit qu'on peut avoir une veine cave qui est dilatée et non compliante. Mieux voir associé à cela une mesure de rapport E sur A. Donc, moins de 12 mm, on remplit. Dilatée, non compliante, avec un rapport E supérieur à 2. Déjà, ne pas remplir. Entre les deux, on fait un lever de jambe passif avec delta ITV. On le verra plus tard, bien sûr. On recherche aussi l'épanchement péricardique et on réalise la fonction VG. D'abord, du visuel, mais aussi on va faire des outils, le TM, le MAPS, les tours Doppler, on va voir tout cela. C'est soit une onde S, soit la recherche, l'évaluation des pressions de remplissage, voire l'évaluation du volume d'éjection systolique. Et enfin, on verra aussi la fonction ventriculaire droite, le visuel, le TM et le Doppler continu. On va voir tout ça progressivement, bien entendu. Voilà. Et les PAPS pour le Doppler continu. Maintenant, devant une défaillance hémodynamique, toujours en sous-costal, on va voir comment. Bien, en sous-costal, mais aussi en apical, 4 et 5 cavités. En sous-costal, on recherche le diamètre de la veine cave inférieure, moins de 12 mm. On recherche l'épanchement péricardique. On va évaluer
le ventricule droit. Donc, pour la veine cave, soit le collabé, l'hypovolémie claire, on fait un remplissage vasculaire. C'est bon, c'est clair. Maintenant, sur la veine cave, bon, elle est très dilatée et non compliante avec la pression E sur A augmentée. Donc il y a une surcharge hydrosodée, on fait une restriction hydrique, voire on discute diurétique. Sur la veine cave et en intermédiaire, il faut faire une précharge dépendance avec un lever de jambe ou un remplissage gradué. Ne pas oublier de rechercher l'épanchement péricardique. Maintenant, on passe au ventricule droit. Le cœur droit, c'est souvent l'oublié de la réanimation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est simple. On a 6 situations devant un VD dilaté. Donc, devant un VD dilaté, avec un rapport VD sur VG supérieur à 0,6, qu'est-ce qu'on fait? On va rechercher une ischémie du VD, avec un TAPS inférieur à 12. On va rechercher une surcharge hydrosodée, avec une veine cave inférieure dilatée et non compliante. On va rechercher les signes d'hypercapnie. Très bien. Les signes d'hypoxie, ou alors une élévation des pressions intrathoraciques, donc pression de plateau, ou alors pression diastolique du ventricule gauche qui sont élevées. Pour l'ischémie du VD, le TAPS moins de 12, la noradrénaline. Pour la surcharge hydrosodée, restriction hydrosodée, voire diurétique. Pour l'hypercapnie, gérer l'espace mort, fréquence respiratoire et volume courant. Pour l'hypoxie, faire assurer une pression expiratoire positive, voire un décubitus ventral. Pour l'élévation de la pression intrathoracique, diminuer la PEP ou bien le volume courant, soit les déterminants de la pression de plateau. En situation d'insuffisance cardiaque gauche, on va retrouver des pressions de remplissage élevées. Donc, devant une défaillance hémodynamique, quel sera le diagnostic qu'on va choisir de faire? On va chercher une dysfonction systolique du ventricule gauche, une défaillance systolique diastolique du ventricule gauche, une précharge dépendance, un cœur pulmonaire aigu. Vous l'avez compris, c'est une démarche progressive et méthodique. Donc, on coupe apical. Devant une défaillance systolique du VG, on recherche le visuel, trouble de la cinétique globale, segmentaire, et puis on fera des mesures, l'onde S, le MAPS, l'ITV, on va voir tout ça. Dans ce cas-là, on introduit un support inotrope positif. Maintenant, dobutamine 3,5 gamma par kilo, par exemple, pour commencer. À la recherche des défaillances diastoliques du ventricule gauche, on recherchera un trouble de la relaxation, voire un trouble de la compliance. Un trouble de la relaxation, une onde E' inférieure à 10 au Doppler tissulaire. Un trouble de la compliance au moins avec un E sur A supérieur à 2, donc un flux restrictif avec au Doppler pulsé, on l'étude du flux transmitral. Là déjà, on ne remplit pas les malades. Si c'est associé à cette ligne B, nous sommes devant une OAP hémodynamique. D'accord, restriction hydrique, voire discute diurétique. Maintenant, évidemment, toujours on applique 4 cavités. L'idéal, aussi bien en ventilation spontanée qu'en ventilation mécanique, le seul indice validé, c'est l'outil de la précharge dépendance. Donc le lever de jambe passif ou l'épreuve de remplissage gradué, si on n'a pas d'huile électrique. Qu'est-ce qu'on fait? On mesure l'ITV avant l'épreuve de remplissage et on mesure une deuxième fois l'ITV après l'épreuve de remplissage. Donc si le delta ITV, on va étudier la variation du volume d'éjection systolique. Si ce volume d'éjection systolique augmente de 15% avant et après le remplissage, il y a une précharge dépendance, donc on réalise le remplissage vasculaire. Très bien. Maintenant, par exemple 250, 500 ml. Maintenant, si par exemple l'ITV diminue, n'augmente pas de 15%, le delta ITV, donc il y a une absence de précharge dépendance. Soit on n'arrive pas le remplissage, si on a commencé le remplissage, on arrête le remplissage, donc interruption du remplissage. Vous l'avez compris, donc on a vu en 4 cavités la recherche des défaillances systoliques du VG, aussi bien systolique, diastolique, et la recherche de l'élévation de la précharge dépendance. Enfin, en parasternal, petit axe, on peut rechercher le cœur pulmonaire aigu. Donc un VD dilaté, un rapport VD sur V supérieur à 0,6 avec un septum paradoxal qui paraîtra en parasternal petit axe. D'accord? Le VD dilaté sera en 4 cavités. Le rapport VD-VG en 4 cavités. Le septum paradoxal recherché en petit axe. Devant une défaillance respiratoire, qu'est-ce qu'on fait? On fait des échographie pleuropulmonaire. Donc, en intérieur, nous avons la zone 1 et la zone 2. En latéral, nous avons la zone 3 et la zone 4. En postérieur, nous avons la zone 5 et la zone 6. Donc, on va commencer par l'antérieur. La zone 1 et la zone 2. Très bien. Qu'est-ce qu'on recherche? En zone 1 et en zone 2, on va déjà rechercher le glissement pleural. Vous allez voir dans les séances suivantes. Si le glissement pleural est présent, c'est que déjà, il n'y a pas de pneumothorax. D'accord? S'il y a un glissement pleural, il n'y a pas de pneumothorax. On recherche un syndrome interstitiel
Très bien. On va aussi confirmer le pneumothorax, bien sûr. Tout ça, c'est en zone 1. Si j'ai un glissement pleural, si j'ai des lignes B, si j'ai un pot pulmonaire, c'est qu'il n'y a pas de pneumothorax. Si j'ai des lignes B7, B3 ou B+, c'est un syndrome interstitiel. On va voir si c'est un OAP, SDA, on verra plus tard. Maintenant, si j'ai un point pulmonaire, un point P, bien là, c'est un pneumothorax partiel. Nous verrons plus tard avec l'absence de pot pulmonaire, l'absence de glissement pleural, de ligne B, absence de pot pulmonaire, c'est un pneumothorax complet. En zone 3 ou en zone 4, vous allez voir, surtout la zone 4, on recherche les penchants pleuraux liquidiens, avec le signe du poumon flottant, nous l'avons vu tout à l'heure, avec le signe de la sinusoïde, grâce au tir TM, ton mouvement. Mais on recherche aussi un syndrome alvéolaire, donc l'air est chassé des voies aériennes. Donc c'est une hypertension des parenchymes pulmonaires. On peut même retrouver un bronchogramme, qu'il soit des points blancs hyperécogènes, donc soit qu'il est dynamique, pneumopathie infectieuse, soit que le bronchogramme est statique, donc atélectasie. On verra tout cela dans l'échographie thoracique. Et enfin, on peut voir en postérieur les zones 5 et les zones 6. Donc maintenant, devant un arrêt cardiaque, là aussi, la POCUS trouve son intérêt. Donc en sous-costal, en latéral, en antérieur, on va voir tout cela. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Il s'agit de rechercher, pendant la pause de 10 secondes, les causes réversibles durant la réanimation cardio-pulmonaire. Uniquement durant l'absence générale, en sous-costal, pendant la pause de 10 secondes. On recherche par exemple une hypovolémie, donc un collapsus des VGVD, en cas de cavité. On recherche une tamponnade, comme nous l'avons vu en début. Il y avait une tamponnade cardiaque, donc nous avons évacué, on a pu récupérer le patient. On recherche une tamponnade extracardiaque, surcharge du VD et penchant pleural liquidien bilatéral. On recherche un pneumothorax, surtout ces pneumons traumatisés. Un polytraume qui fait des arrêts cardiaques à répétition, il faut toujours penser au pneumothorax. Mais aussi l'embolie pulmonaire, la surcharge du ventricule droit, le collapsus, donc avec une thrombose veineuse profonde, il y a un problème. Donc, j'ai publié déjà dans une revue, la Biogène, donc ici, un protocole réalisé durant la période Covid. Donc, on a commencé par recherche en sous-costal d'une hypovolémie sévère, de la veine cave inférieure, de recherche d'un épanchement péricardique, comme c'est le cas pour les malades qu'on a vu tout à l'heure, la recherche au niveau des 4 cavités principales mesures, Doppler tissulaire, les pressions de remplissage, l'IT vésiculaire aortique, et en passant par external pour voir la fuite, ou bien en petit axe pour rechercher un septum paradoxal. Mais pas seulement. Donc, on va associer à l'échographie cardiaque une échographie pulmonaire. Donc, on recherche un épanchement pleural liquidien, par exemple, de manière comparative et bilatérale, un syndrome interstitiel, un syndrome alvéolaire au niveau de la zone 4. Mais aussi en zone 2 et en zone 1, on va rechercher les syndromes interstitiels, le glissement pleural, ou bien l'absence de glissement pleural, et en zone 1, les syndromes interstitiels. Vous l'avez compris, on commence par la recherche des épanchements, les syndromes alvéolaires, les syndromes interstitiels, et on passe en antérieur. On recherche quoi? On recherche des lignes B, on recherche le pneumothorax. L'air a tendance à monter vers le haut. Donc, en conclusion, l'échographie POCUS applique aux patients critiques de réanimation parmi une évaluation rapide de l'état hémodynamique, une identification des principaux mécanismes impliqués dans l'état de choc pour une prise en charge ciblée et adaptée. Donc, nous avons ici la principale bibliographie utilisée pour cette présentation. D'accord, aussi bien Zeliskiewicz, Bobia, Müller, Philippe Vignon, Bernard Chollet, Impauman, bien sûr, donc Kant, Liechtenstein, bien entendu. Donc, c'est tellement des références qui sont bien expliquées, après lesquelles je me suis inspiré pour réaliser cette présentation. D'accord? Maintenant, bien sûr, je vous invite aussi à vous recueillir sur l'ouvrage réalisé ici, le premier ici en Algérie, donc sur la POCUS, ou bien le manuel, en tout cas, sur le manuel pratique, si on veut, pas forcément le premier, bien sûr, vous verrez ici des images illustrées, avec ici les cas cliniques, dysfonction VG, etc. D'accord, les avoirs vasculaires éco-guidés, les penchants pleuraux liquidiens, voilà. Et donc, on passe maintenant à la pratique. On va passer à l'application pratique. Donc, pour l'application pratique, nous avons besoin d'un échographe, d'une sonde cardiaque et d'un gel. Donc, le thème du jour, ça va être bien sûr l'échographie cardiaque, en anesthésie de réanimation ou médecine d'urgence. Pour cela, on va identifier les principales fenêtres acoustiques, au nombre de 3, la sous-costale, l'apicale et la parasternale. La sous-costale, on verra 2 coupes, l'apicale 2 coupes, parasternale 2 coupes. En commençant par la sous-costale. Pourquoi? Pour évaluer la volémie, la veine cave, les penchants péricardiques. C'est rapide, en peu de temps, très informatif.
puis l'apical avec un maximum d'informations en peu de temps. Les principales mesures se feront en apical. Pour un auto-réanimateur, je ne suis pas cardiologue, la paration de contact va me visualiser les mouvements, les valves, les fuites, ça s'arrête là. Mais aussi la petite axe, on verra pour le centre paradoxal. Donc je reprends. Pour voir la sous-costale, voici la fenêtre acoustique. Comment tenir la sonde? Très bien. 1, 2, 3. Voici la tenue de la sonde. Pour cela, on met bien sûr un peu de gel, pas sur la sonde, bien sûr. Voilà, on prépare. 1, voilà. Et on commence. Vous voyez, on n'est pas au milieu, légèrement décalé vers la droite. D'accord? Voici le foie, voici la veine cave. Et on arrive à voir, regardez le foie, regardez la veine cave et l'abouchement. Les critères de qualité sont bien sûr l'abouchement au niveau de l'oreille droite et les parois qui sont bien visibles. À partir de là, on va utiliser des outils. D'accord? Donc par exemple l'outil M pour faire un tir TM sur cette veine cave. D'accord? 1 2 cm de l'abouchement. Et on clique à mesure. On flisse et on mesure. 1, 2, et hop. 21 mm. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Toujours à partir de cette coupe. Là, on va rechercher un hypovolémie sévère, une collapsivité de la veine cave. Au moins, on remplira. D'accord? Chez ce patient, déjà, on n'est pas certain de devoir remplir. Il paraît déjà bien rempli. Mais on va rechercher les implications des autres critères échographiques. Toujours à partir de cette coupe, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rechercher une fenêtre apicale, 4 cavités, comme vous le voyez ici. D'accord? Donc, on ajuste la profondeur, comme on voit ici, et le ventricule droit, le ventricule gauche, on recherche l'épanchement péricardique ici présent. D'accord? Là, ça y est, l'épanchement, ça s'arrête là. À partir de là, on passe en apical, 4 cavités. Regardez la tenue de la sonde. 1, 2, et 4e, 5e doigt, ils sont là pour fixer la main. Donc, pour un débutant, je conseille de commencer par le bord latéral et de rechercher l'image optimale. Tout le monde va faire cette image. Moi, je vous conseille à partir de là, donc vous commencez à faire un déquillage, câble vers le bas, jusqu'à bien ouvrir les valves. Vous voyez les valves, comme elles sont ouvertes. Vous voyez le septum, le ventricule gauche, le ventricule droit. Encore une autre astuce, tout le monde va avoir l'image comme ça. Regardez le septum, là, il est incliné. Pour l'appliquer à 4 cavités, pour faire les mesures, j'ai besoin de verticaliser ce septum. Donc je fais ce mouvement. Je viens de verticaliser le septum. Donc ici, je pourrais faire mes mesures. D'accord? Donc je reprends. Voilà. 1, 2, 3. D'accord? Je recherche s'il n'y a pas une meilleure coupe. Un peu plus bas. Regardez. Comme ici. Regardez maintenant. Ça c'est mieux. Là c'est une coupe qui est tranquille. Là, l'image elle est meilleure. D'accord? On voit le VG. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? Les principales mesures. Un Doppler pulsé sur les valves mitrales. D'accord? Voilà. On va mesurer. Et hop. 1. Lente E. Lente A. D'accord? On peut utiliser un peu les outils de l'échographe. Il reste plus qu'un maniement maintenant, c'est surtout. Donc on sélectionne valve mitrale, lente E, le pic, et on mesure. D'accord? Lente E, puis lente A. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aussi faire, à partir de là, toujours une coupe apicale, 4 cavités, principale mesure. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un Doppler tissulaire. Donc voilà, on active, à partir de mon Doppler pulsé, on active la fonction Doppler tissulaire, et puis nous avons une onde S et une onde E'. On fiche l'image et on calcule mon TDI, l'onde S latérale, par exemple, voilà, et l'onde E'. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Toujours à partir de la coupe apicale 4 cavités. Il est possible, par exemple, de faire une mesure. On recherche la meilleure image, bien sûr, la meilleure coupe, car la coupe, c'est l'essentiel. Quand on a une coupe de qualité, on obtient des valeurs fiables. On peut faire un tir TM. D'accord? Donc, sur le bord latéral du plancher valvulaire mitral. Donc, il s'agit de bien visualiser le bord latéral du plancher valvulaire mitral, ici bien hyperéchogène. On fait un tir TM. Donc, et on mesure. 1, 2, à peu près, voilà, 15. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut faire aussi la recherche
à partir du couple apical, 4 cavités, passer en apical, 5 cavités. Activer le mode Doppler et rechercher. Que peut-on rechercher ici? On va essayer de visualiser la 5e cavité, qui n'est pas toujours évident, bien sûr, mais on va, voilà, 1, 2, et voilà, on fait une coupe apicale, 5 cavités, on réalise un tir Doppler. Bon. On essaie d'avoir, non, ça ne fait rien, tout ce qu'on va faire c'est, et on recherche les critères de qualité. Ici on n'a que 2 critères sur 3, donc j'ai l'absence des clips d'ouverture, le centre bien noir, mais les clips de fermeture n'est pas présent. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais rechercher encore une fois notre coupe, 5 cavités, on rajoute un petit peu de gel, voilà, et on recherche. 1, voilà, attention. Voilà. Là encore, c'est le volume d'éjection systolique qu'on va mettre en évidence. Voilà. Qu'est-ce qu'on va calculer? Au niveau de la valve aortique. Voilà. Et on cherche quoi? On cherche ça. Donc cette surface noire correspond au volume d'éjection systolique. Vous avez vu, c'est en millimètres ou bien centimètres, donc c'est une distance. De quelle distance il s'agit? Il s'agit ici 15 mm, c'est la distance parcourue par le globule rouge dans l'aorte pendant la systole. Si nous avons la systole, si nous avons la distance, nous avons la surface, nous aurons un volume. Quel volume? Volume d'éjection systolique. Voilà. Donc nous avons vu la veine cave inférieure, nous avons vu le ventricule gauche. On peut par exemple chercher le ventricule droit. Regardez ici. L'astuce, c'est de passer avec une translation, voilà. On dirige vers le cœur droit du patient. Donc ici, on peut faire un Doppler couleur, on peut rechercher une fuite, on peut faire un mode TM, voilà, par exemple, sur le bord latéral postérieur mitral. On peut faire aussi un Doppler continu si on trouve une fuite. D'accord? Une fois qu'on a fait ces mesures, qu'est-ce qu'on fait? On n'oublie pas, bien sûr, le paracétamol en axe. Et on va évaluer, voilà, aussi bien la valve mitrale que les sigmoïdes aortiques. Ici, nous avons l'aorte descendante. On va aller chercher un épanchement péricardique. À partir de cette coupe, on peut faire une rotation 90 degrés dans le sens horaire. Ici, pour voir, par exemple, le VG bien circulaire. D'accord? La valve mitrale, les piliers et jusqu'à la pointe. D'accord? Donc, c'est rapide. En quelques minutes, on évalue la veine cave inférieure, les 4 cavités pour les principales mesures, la part externale, surtout pour le petit axe et la recherche d'un septum paradoxal. On verra en forme de T majuscule. Une fois qu'on a fait ça, ne pas oublier de rechercher la suite, parce que c'est de la POCUS. Ce n'est pas que de l'échographie cardiaque, c'est aussi une évaluation. La recherche des pansements, c'est rapide. On voit ici aussi bien le rein, le foie, le diaphragme. On remonte vers la zone 4 du poumon pour rechercher les penchants pleuraux liquidiens. D'accord? Donc, la phase d'écho, le poumon, l'inhibition pleurale. On revient ici, toujours la phase d'écho. Nous avons ici le rein, la rate, le diaphragme, pas d'épanchement. On remonte vers le poumon. Vous voyez ici, il n'y a pas d'épanchement pleuraux liquidien. On recherche un syndrome interstitiel, un syndrome alvéolaire. Une fois qu'on a vu la base du poumon, on passe aussi sur notre interstitiel. Ici, la zone 2 et la zone 2 contralatérale, puis la zone 1, voilà, et la zone 1 contralatérale, à la recherche de l'absence de glissement pleural, de la pneumothorax ou autre. Vous l'avez compris, et nous avons aussi les deux places. Voilà. Je vous remercie. On va passer.